à tous les deux. Bonjour. C'est donc l'information de ce samedi. Tout donne à penser que Denis Alex, agent de la DGSE, otage en Somalie depuis 2009, a été tué dans le raid qui visait à le délivrer. Un autre soldat français est mort, un autre porté disparu. Une perte également d'un soldat sur ce deuxième théâtre d'action en 24 heures au Mali. C'est un week-end évidemment décisif, on l'imagine, pour François Hollande, chef de guerre. Écoutez, en tout cas, bienvenue au président de la République, François Hollande. Ça y est, il est président de la République. Il ne l'était pas depuis son élection. Là, maintenant, je dirais à la fois pour le pire et le meilleur, il est devenu président de la République. Pour le pire, parce que c'est la guerre, il y a des morts, etc. Pour le meilleur, parce que sans être spécialement cynique, depuis toujours, la guerre, c'est l'attribut qui fait le chef. Avec cette précision, si je me permets, Eric, qu'on a affaire à des chefs d'État qui désormais n'ont pas connu la guerre. Sarkozy, c'était pareil, juste. Alors que tous leurs prédécesseurs, au fond, venaient de cette matrice-là, et on leur faisait a priori confiance pour la poursuivre. Jacques Chirac avait été étonnamment bon, d'ailleurs, dans les guerres qu'il avait menées comme dans les guerres qu'il avait refusées. Il avait cette force-là. Et là, l'épreuve du feu, aussi bien pour Sarkozy, qui, à mon avis d'ailleurs, en a tiré beaucoup plus que ce qu'on a dit, parce qu'on a coutume de dire que ça n'a aucun impact intérieur, je crois que c'est complètement faux. Je crois que c'est une épreuve de vérité, et qu'on va le voir. On l'a déjà vu dans la façon de se poser, d'être président de la République, le chef d'État, chef des armées, c'est essentiel. Je suis tout à fait d'accord. Alors je peux pas m'empêcher quand même de sourire ironiquement. Parce que depuis des mois, et en particulier lors de son voyage en Afrique, Hollande nous avait fait le numéro habituel de la gauche sur les bons sentiments, le droit international, la mort de la France-Afrique. La France n'est plus gendarme de l'Afrique, mon œil, quoi. Donc là, on voit bien que tout ça, c'est du baratin, comme d'habitude, mais ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Mitterrand nous a fait le même numéro en 81, donc c'est pas grave. On le savait et maintenant on le voit. Donc évidemment, la France, d'ailleurs, je ne le critique pas. Tu comprends bien ce que je veux dire? Je veux dire que heureusement qu'il a fait ça. J'aurais été beaucoup plus critique, là je suis que amusé, mais j'aurais été beaucoup plus critique s'il avait refusé ce rôle-là. Je pense qu'il a eu raison de faire ça. Mais, tu vois, ça donne un éclairage ironique au blabla des bien-pensants et des bons sentiments d'il y a quelques mois. Et une question essentielle quand même subséquente, si j'ose dire, qui est qu'il mentionne le fait que la France et l'Europe sont menacées par la constitution de ces États, de ces forces terroristes, mais qu'on ne voit pas l'Europe. Je veux dire, dans cet effort de guerre, que c'est la France toute seule, encore une fois, et moi, ça m'insurge. Mais mon Nicolas, non, tu ne devrais pas t'insurger. Si, parce que je pense que c'est là que tu ne m'écoutes pas. Non. Et tu as tort, en l'occurrence, parce que depuis des mois, je te dis, depuis des années, je te dis que l'Europe ne veut pas de défense européenne, que pour elle, que pour tous les pays européens, défense européenne égale OTAN égale États-Unis. Tu ne veux pas entendre ça. Alors, c'est une fois de plus la réalité. D'ailleurs, tu as remarqué, on discute uniquement avec les Américains de cette histoire. Non, mais sérieusement. Et je voulais justement quand même terminer aussi par deux points. D'abord que comme on passe son temps à se jeter des cendres sur la tête en France et à dire qu'on est un pays minable, qu'on n'a cesse de dégringoler, etc., on a un rappel là que nous sommes un grand pays. Que nous sommes une force, que nous avons encore des forces qui ont diminué, qui ont rapetissé, qui sont moins puissantes, mais on est encore capable, au fond, d'intervenir. Alors, et là, j'en viens à un point qui me gêne beaucoup, et je crois qu'on va le partager avec Eric, c'est qu'en même temps, on ne nomme pas ce que nous sommes en train de faire et on ne nomme pas l'adversaire. C'est les deux, on ne parle pas de guerre ni de... Contre qui est-on en train de se battre? Il y a un mot qui revient depuis hier soir. Jean-Yves Le Drian l'a encore prononcé à de nombreuses reprises ce matin pour reprendre les paroles de François Hollande et de Laurent Fabius. On a fait un petit montage, regardez. Terroristes, terroristes. Terroristes. Terroristes et criminels, ce sont des groupes terroristes et criminels. Terroristes et criminels, des terroristes, terroristes, criminels. Terroristes. Terroristes, ça veut... Terroristes, non, mais pourquoi je rajoute criminel? Parce qu'il y a une volonté comment dire, de dévêtir de leur projet idéologique ces groupes. C'est-à-dire qu'on les criminalise pour mieux les désislamiser. C'est-à-dire qu'on veut en faire des espèces de bandits, alors que ce sont des militants d'une cause politico-religieuse, islamiste. Seulement, on n'a plus le droit de prononcer islam. On ne peut pas, comprenez, il y a une contradiction fondamentale. On ne peut pas nous vanter
longueur de journée l'islam religion de paix et nous montrer un islam religion de guerre. Ça, c'est pas possible. Or, le problème, c'est que l'islam, c'est les deux. C'est les deux. Le Coran, c'est à la fois un texte où il y a des magnifiques phrases de paix, de protection des uns et des autres, etc. Et qu'il y a des terribles phrases de guerre. Et je dirais, parce que au fur et à mesure que je vieillis, ma science de l'islam s'améliore. Faut pas désespérer alors. Mais oui, non, mais tout est intéressant. Et tu vas voir. Mais ce qui est grave, ce qui est important, et je pense qu'il y a eu des pressions de la part du Conseil français du culte des musulmans. Je me souviens que lors de l'affaire Mohamed Merah, ils avaient dit publiquement on ne devrait pas dire qu'il est islamiste, ce qui était énorme. Bien sûr qu'il se référait à Gandhi, c'est bien connu. Donc je pense que là, c'est la réponse des autorités françaises qui effectivement obtempèrent à la volonté du CFCM qu'on ne prononce pas le mot islam pour des opérations de terroristes. Or, dans le Coran, je disais donc qu'il y a des phrases de paix, des phrases de guerre. Le plus grave, c'est que, vous savez, il y a un historique. Les phrases de paix datent du début de l'islam. Quand Mahomet était à la Mecque au début, quand qu'il prophétisait, etc., à la manière d'un nouveau Jésus, d'un nouveau prophète. Et puis, les phrases de guerre, elles datent de Médine, donc elles sont beaucoup plus récentes. Or, il y a une règle dans l'islam qui est que le moins vieux efface le plus vieux. Donc j'attendrai, moi, des autorités coraniques qui disent non, cette règle est caduque, et donc en fait, ce qui vaut, c'est le plus vieux. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas entendu. Non, mais on pourra faire remarquer à Eric que dans le catholicisme aussi, il y avait un côté guerre, conquérant. Pas dans les textes. Qu'on a mené, en tout cas qui ont été menés au nom de Dieu. C'est toujours la même discussion. Et que au fond, au bout d'un moment, la volonté de paix l'a emporté sur la conquête guerrière et brutale. La différence, c'est que les textes évangéliques sont des textes pacifiques. La pratique de l'Église a été une pratique guerrière. Donc on pouvait toujours opposer les textes à la pratique. Oui. Là, on ne peut pas, puisque les textes sont également guerriers. Il y a aussi des textes. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un problème pour les autorités françaises et pour nous. Je veux dire, pourquoi ils devront expliquer pourquoi ils ne nomment pas. Ils ont employé le mot djihadiste. Voilà, qui est un compromis. Qui est un compromis. Très bien. Alors voilà, on y vient. Donc simplement, on ne pourra pas en rester là, de même qu'on ne pourra pas en rester sur cette absence, parce que tu dis, effectivement, ils disent terroristes, mais ils ne disent pas non plus quelle est la nature de l'intervention que nous sommes en train de poursuivre. Ils ne disent pas guerre non plus. On est en guerre ou pas? Mais bien sûr, ils n'emploient pas le mot guerre, mais comme en Algérie, d'ailleurs, on ne parlait pas de guerre. C'est comme d'habitude avec la gauche, c'est pas seulement la gauche. Oui, c'est vrai. Mais enfin, la gauche est un avant dans ce cas-là. C'est trop fort. Non, ça c'est vrai. Tu as raison, mais reconnais-moi que la gauche est en avant pour ça, pour ce déni des mots. Ouais. On ne nomme pas la réalité pour mieux la dénier. Et je voudrais dire qu'on devrait... Tout à l'heure, Nicolas a dit on a encore un grand pays. En fait, moi je dirais on a une grande histoire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et du coup, notre grande histoire nous oblige encore à certaines choses. Et qu'est-ce que c'est que cette grande histoire en Afrique, justement? C'est que nous avons... La colonisation française a été en fait une parenthèse qui a bloqué pendant 100 ans l'avancée millénaire, historique, de l'islam du Nord vers le Sud catholique et animiste. Et dès que la France est partie, depuis 40 ans, cette avancée a recommencé. Et là, nous en voyons les éléments de cette avancée islamique qui d'ailleurs se greffe, c'est très intéressant, à des choses plus ethniques, vous voyez, à des conflits ethniques, parce que le Mali, il ne faut pas se leurrer, le Mali, ça n'existe pas, hein. C'est une invention française. Il n'y a pas d'État-nation malien, hein. C'est la France qui l'a inventé, qui l'a dessiné, qui a dit, voilà, ça c'est le Mali, hein, comme on a fait pour la moitié de l'Afrique. Et là, il y a un conflit à la fois ethnique, parce que les Touaregs n'ont jamais accepté la domination des Noirs, et l'islam vient dire aux Touaregs, c'est parce qu'ils sont catholiques, c'est qu'ils vous dominent, il faut les abattre. Et donc il y a ce lien entre l'indépendantisme touareg, berbère, qui au départ n'est pas spécialement islamiste, ils ont été islamisés il y a 1000 ans, et la guerre avec les chrétiens du Sud. C'est ça, tu me l'as enlevé un petit peu, à savoir qu'on ne peut pas non plus réduire à l'islamisme ces terroristes-là. On a entendu sur ce... Tu as bien raison. On a entendu sur ce plateau Olivier Ravanello, qui est un des meilleurs spécialistes, nous expliquer à plusieurs reprises qu'il y avait effectivement, comme le dit Eric, les Touaregs qui sont force
prenante de cette... Qui au départ n'était pas islamiste. Qui voulait se débarrasser de l'autorité malienne, c'est tout. Et les puissances trafiquantes qui sont essentielles dans toute cette bataille-là. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut nommer l'ennemi. Sinon, d'abord, on ne saura pas les ennemis. On ne saura pas avec qui et contre qui on se bat. Avec qui? Parce que ce qui est en jeu maintenant, c'est quand même quels seront nos alliés. Parce qu'on ne mène pas, contrairement à ce que veut laisser croire Eric, tout seul. Cette bataille-là aussi. Il y a l'Algérie, par exemple, qui est obligée, d'une certaine façon, de faire chorus avec nous. Jusqu'où? Comment? Parce qu'il y a l'Algérie n'est pas notre allié dans cette histoire. Voilà, jusqu'à présent. Elle manipule souvent les groupes islamistes, etc. C'est pas du tout clair, cette histoire. Et enfin, dernière remarque momentanée, je pense qu'on a eu une nouvelle démonstration de l'infradémocratie que nous sommes dans le processus de guerre, où encore une fois, on décide, après on fait semblant de réunir le Parlement, à qui on fait semblant de demander son avis, mais je terminerai en disant que pour en avoir beaucoup parlé avec les députés, ils s'en foutent complètement, pour la plupart. On a vu cette union sacrée, quasi une union sacrée autour de François Hollande. Est-ce que ça met aussi l'opposition dans une position un peu finalement schizophrène? Elle va manifester demain contre le mariage pour tous, elle applaudit. Pas du tout. Alors moi, excusez-moi, je ne trouve pas du tout. Moi d'abord, je suis content qu'on passe par-dessus le Parlement. Parce que que Napoléon revient. Exactement. Et que sous la Troisième République, le Parlement tuait les décisions politiques et stratégiques, et ça nous a coûté très cher. Alors, ne regrette pas le Parlement. Et deuxièmement, pour votre question, moi je trouve que pas du tout. Au contraire, c'est pas du droit de l'homisme. Je vais vous dire, moi j'approuve la position, je vais faire rire Nicolas, j'approuve la position de Hollande sur le Mali et je n'approuvais pas la position de Sarkozy sur la Libye. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Là, c'est de la géostratégie. Tandis que avec Kadhafi, c'était du droit de l'homisme. Moi, je suis pas d'accord. Là, c'est les intérêts de la France. Et je me permettrai quand même une incise rapide sur un événement de cet hiver, de ces vacances d'hiver qui vous a peut-être échappé, mais j'ai pensé à Éric Zemmour, à savoir que le Napoléon Bonaparte, vous savez, avait quasiment coulé à quai à Marseille. Or, il a été renfloué, donc Bonaparte Zemmour peut se réjouir. Il est en train d'être renfloué, tout n'est pas perdu du bonapartisme. Il y a au moins un navire qui peut-être demain reprendra l'eau. Allez, il nous reste un peu plus de 6 minutes pour évoquer les deux autres thèmes. D'abord, c'est négocier.